Euh, Est-ce que... Alors du coup, je vous invite à scanner le Slido, hop là, ou à rejoindre le Slido pour participer aux 3 sondages qui composeront cette présentation. Voilà. Je suis un hacker Anonymous. Aujourd'hui, ce dont on va parler, bien sûr, c'est le Big Quit, le grand débarquement. Vous inquiétez pas, le code sera sur les autres slides ensuite. Le Big Quit, qu'est-ce qui va changer Est-ce qu'on va tous changer de job en 2022? C'est une question qui est quand même relativement large et je vais vous donner des pistes de réflexion. Ici, on est en Audre Amazon. Alors, si vous aviez eu ma caméra, vous aurez vu que j'ai exactement le même poster derrière moi, donc j'ai bien fait de le mettre dans les slides. Juste pour dire que j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai pas envie que demain sur Twitter il y ait un autre drama. Donc vous inquiétez pas. Si je dis un truc choquant, c'était pas méchant de ma part, c'était vraiment juste euh, une inattention de ma part. C'est cool. Bon, le Big Quit aux USA, c'est quoi? La reprise économique post-Covid crée une forte tension sur le marché. C'est-à-dire que vous voyez que alors, aux USA, il y a toujours 2% en fait de taux de démission dans les entreprises. Et c'est un taux qui est assez normal. Et le taux d'émission, il est très, très observé par les économistes américains parce qu'il est relativement lié à un indicateur de récession. D'accord. Quand le taux d'émission est supérieur au taux d'embauche, ils sont assez stressés. Ils ont l'impression que c'est une grande démission. Ils ont l'impression que c'est une grande émission et surtout le taux de démission, la dernière fois qu'il a été élevé, c'était pendant la grande récession. Alors, ce qui s'est concrètement passé à la reprise du Covid, en fait, c'est qu'à la sortie du Covid, les gens, en fait, avaient déjà, alors, dans un premier temps, ils avaient arrêté de démissionner pendant la pandémie, mais en même temps, le nombre de licenciements était tellement incroyable que les gens n'avaient pas besoin de démissionner, ils étaient virés, en fait. Donc, quand ça a repris un peu la normale. Et vous voyez, quelques mois après, hein, donc début 2021, on a des pics assez vénères. Sachant qu'on est en 2022, hein, si vous avez un doute. Donc on a des pics un peu vénères et c'est pas du rattrapage. Parce que c'est pas du rattrapage. Et ce qui se passe en fait, c'est que pendant la reprise, il y a eu tellement un manque d'emploi sur les jobs classiques, hein, les jobs dits essentiels, hein, je ne suis pas en train de parler des cadres, que Target a monté son taux horaire à 15 $, Amazon dans les entrepôts, il proposait 18 à 21 $, même pour les saisonniers. Ça a fait que les gens ont vraiment démissionné, mais parce que de l'autre côté, il y avait des jobs 2 fois mieux payés à prendre, quoi, hein. Est-ce que ça, c'est cool? Tout le monde est OK là-dessus? J'adore l'interaction. Vous êtes sûrement en train de coder à côté. Ah yes, j'ai des pouces, merci. Le Big Quit aux USA, ça s'observe aussi avec des départs à la retraite. Donc, il y a 2,4 millions de retraités non prévus. Il faut savoir que les Américains en mesurent leur nombre de retraités. Ils cherchent à avoir, ils avaient prévu, en fait, ils savent que le nombre de retraités augmente. Et ils évitent, enfin, ils avaient prévu d'être à 18% de la population qui est retraitée, et là, ils sont à 19%. C'est beaucoup, beaucoup, quasiment 20% de la population qui est en retraite. Pour les Américains, même pour les Américains, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un Américain prend sa retraite trop tôt? C'est aussi peut-être qu'il a gagné trop d'argent en bourse et qu'il a plus d'études à payer à ses enfants. Du coup, il se met à la retraite, il est propriétaire de sa baraque et il se dit maintenant, je vais épuiser mon capital plutôt que de travailler parce que j'avais un bullshit job. Donc, il y a aussi de ça. Il y a aussi un moment où, sur la reprise, les investissements ont bien fonctionné. Et donc, les Américains, leur retraite, c'est un investissement avant tout. Et ils ont décidé de cash out. Est-ce que c'est cool le cash out? Yeah. Je vais vous demander cette question-là, hein, je vous la pose à vous aussi, hein. Je vous invite à scanner le QR code, à taper le numéro sur slido.com. Le nombre de participants va s'indiquer en live. Est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Mais déjà, le sujet, c'est est-ce que la pandémie vous a fait revoir vos attentes personnelles vis-à-vis de votre job en particulier? Cette question-là, elle est assez importante. Alors là, vous êtes 4 à avoir participé. Pour l'instant, vous avez tous tapé yes. Vous avez le droit de taper no. Vous avez le droit de taper ne se prononce pas aussi, hein, si vous voulez. C'est une question en fait qui est assez, qui revient pas mal en France en ce moment. On se la repose. Voilà, je vois que vous êtes 8 spectateurs actifs. Heureusement, j'ai pas mis ma caméra, c'est bon. Euh, la pandémie m'a fait revoir ses attentes actuelles. 60% 60% des Français, hein, tout cadre confondu, ont répondu oui. Ah, il y a un petit ne se prononce pas qui est venu se prononcer. Merci pour ce ne se prononce pas. C'est important de le dire quand on ne se prononce pas aussi. Quel est le contrat psychologique? Alors, le contrat psychologique, ce matin, figurez-vous que j'étais à une conférence inversée, c'est-à-dire il y avait pas de speaker, il y avait que des gens qui parlaient, et c'était des recruteurs. Et les recruteurs, normalement, sont formés au recrutement et au RH.
Et le contrat psychologique, dans la salle où j'étais, personne ne savait ce que c'était. Donc j'imagine, je pars du principe que vous non plus, vous n'êtes pas super, super à l'aise avec le sujet. Alors, le contrat psychologique, c'est grosso modo tout ce qui va en dehors. En fait, c'est ce que vous avez. C'est un peu plus que votre projet de carrière, si vous voulez. C'est ce qui est entendu que vous attendez de votre entreprise. Quand vous signez le contrat de travail, il y a des choses qui ne sont pas écrites sur le contrat de travail. Il y a de l'affectio societatis, c'est-à-dire que vous avez un pote qui bosse dans cette boîte, par exemple. Mais il y a aussi le fait que cette boîte, elle soit alignée avec vos valeurs, par exemple. Euh, il y a eu pas mal de débats récemment sur les salaires sur Twitter, et moi j'ai partagé mon premier salaire de dev qui était de 1600 balles net. C'était de la merde. Et ça me saoulait un petit peu que tout le monde partage son salaire là, comme ça, parce que en fait, on a plutôt tendance à partager son salaire quand il est bon. Parce que si je vous dis que mon premier salaire c'était 1600 balles, qu'est-ce que vous dites là dans le chat? Dites-moi tout. Est-ce que vous dites que j'avais peut-être pas les diplômes pour avoir plus? Est-ce que vous dites que j'ai mal négocié avec mon patron? Est-ce que vous dites que mon patron était un connard, par exemple, aussi? Est-ce que vous vous dites que c'était un temps partiel? Ouais, non, c'était un temps plein. Ouais, tu t'es dit que c'était un temps partiel, par exemple. Ouais. Mais concrètement, en fait, moi, à l'époque, j'avais un diplôme d'ingénieur. On n'attend jamais les perdants pendant la crypto. Totalement ça. C'était il y a 15 ans. Non, je suis pas si vieux. C'était en 2014. 2014, j'avais mon diplôme d'ingénieur de l'ICEN. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est quand même bitière. Hein, c'est pas non plus de la merde. C'est pas non plus une petite école. J'avais fait un MSc Computer Science au Canada. Et donc j'avais un peu plus diplômé que la moyenne de ma promo. Et la moyenne de ma promo, elle tapait 34K. Mais pareil, ce qui est intéressant sur les sorties, en fait, c'est que il y a que sur les salaires de sortie des écoles, c'est qu'il y a encore que 30% des gens qui y répondent. Et en fait, les gens qui y répondent, c'est ceux qui gagnent le plus. Du coup, le salaire de moyenne de la sortie de votre école est déjà biaisé, quoi. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas répondu. Je ne vais pas aller remplir le sondage en disant j'ai mis 600, parce que sinon, je vais faire baisser l'indicateur de qualité de ma promo. Mais le contrat psychologique, c'était que j'avais moi, et qui m'a. En fait, si vous voulez, dans ce cas-là, c'est les raisons que j'ai eues d'accepter ce job-là à ce prix-là. Parce que j'aurais pu aller bosser chez Capgemini pour 30 ou 32 k d'ailleurs. Hein, c'est pas le sujet. Hein. J'aurais été mieux payé, même en stage, en fait, en absolu. Dans le stage, il y avait des stages à 1200 balles de REM dans ma promo, alors que moi, j'ai pris un stage à 700 balles de REM. Ce qui m'a motivé moi à l'époque, c'était que la boîte où j'allais, elle avait un vrai savoir-faire sur le mobile. Elle était reconnue pour ça. Moi, je voulais faire dev mobile. Hein. Je faisais du dev mobile depuis 3-4 ans. Eux, ils m'ont recruté parce qu'en plus, j'avais fait des applis pendant mes stages qui étaient en prod, qui tournaient pour des clients connus, genre Marie-France, etc. Et je savais que j'allais bosser sur Ocean Drive ou Chrono Drive, qui sont des applis à fort trafic aussi, et que l'équipe allait me faire monter en compétences tout ça. Et puis il y avait une bonne ambiance. Ah, et puis le patron aussi, le patron de l'époque, c'était un des fondateurs de Chrono Drive, donc un entrepreneur assez innovant et assez connu. J'avais envie de comprendre un peu les dessous de la machine. Et donc il y avait tout ça, c'est un peu le contrat psychologique, c'est ce que vous attendez de votre boîte que vous avez peut-être du mal à verbaliser. Là, moi, je vous verbalise d'un truc qui date qui a 18 ans. Et au final, que vous attendez de la boîte. Donc là, moi, aujourd'hui, que je suis patron, le contrat psychologique, j'essaie de le voir avec chacun de mes collaborateurs. Voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise? Est-ce qu'ils attendent un sentiment d'appartenance? Est-ce qu'ils attendent de l'accomplissement et de la reconnaissance professionnelle? Est-ce qu'ils ont des choses à accomplir? Est-ce que vous attendez de la sécurité de votre entreprise? La sécurité, c'est un truc qui revient assez souvent. Est-ce que vous voulez prendre un petit peu de temps pour réfléchir à votre contrat psychologique là maintenant et voir comment la pandémie, elle l'a changé? Parce que le contrat psychologique, j'imagine que vous aviez un autre contrat psychologique avant la pandémie. Si vous avez été recruté après la pandémie, du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais la pandémie, elle a un impact sur ce contrat psychologique-là. Alors peut-être qu'avant la pandémie, vous aviez envie de prendre l'avion et le train tous les jours et vous vouliez apprendre un maximum de choses. Puis après la pandémie, vous avez envie d'avoir une vie de famille. Et du coup, vous n'avez plus envie de faire 4 jours par semaine à Paris alors que vous habitez en province, quoi. Ce genre de choses-là, en fait, c'est votre contrat psychologique. Et votre contrat psychologique, vous avez le droit de le changer à tout moment. Et c'est même totalement normal de le changer à tout moment. Et le sujet, par exemple, dans beaucoup de boîtes, en fait, c'est que les projets de carrière, ils sont gravés dans la roche. Ils sont hyper canoniques, les projets de carrière. Et vous n'avez pas, il n'y a pas les moyens RH dans une entreprise de refaire le projet de carrière de tout le monde du jour au lendemain, en fait. Et c'est un job en plus qui est partagé entre les RH et les managers, donc des fois, personne ne s'en occupe.
Et si vous changez votre contrat psychologique, en fait, il faut arriver à ce que votre manager ou à ce que votre RH qui fait votre projet de carrière, il arrive à faire refléter un projet de carrière. Et ça, c'est beaucoup de travail. Un autre sujet, c'est la confiance. On a eu un télétravail forcé. Le télétravail forcé a un peu changé les règles du jeu et nous a revu notre façon de manager. Et en fait, la confiance, elle va dans les deux sens. D'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'avant la pandémie, vous aviez une boîte qui vous disait on est great place to work, j'ai 5 valeurs qui sont affichées sur mon site web, on va donner de l'argent pour le bonheur des salariés, on va organiser des trucs, etc. Et puis là, vous avez vu votre direction qui, au premier jour du confinement, serre les dents. Ils ont les ongles qui se mettent à s'accrocher au bureau. Je viens de rayer mon bureau du coup, putain. Ils rayent le bureau. Et puis d'un coup, ils virent toutes les périodes d'essai d'un coup. Voilà, ils font des trucs, ils ont des réflexes reptiliens que vous aviez jamais vus chez votre patron avant, chez votre direction avant, parce que parce qu'avant, en fait, tout allait bien. Et là, d'un coup, ça va plus bien. Et votre perception de la boîte, vous vous rendez compte d'un coup que Great Place to Work et les valeurs de votre entreprise, en fait, votre patron, il est assez reptilien, il s'en fout complètement. Là, maintenant, il y a la marge qui se casse la gueule, il y a des déstaffings, on va virer toutes les périodes d'essai, puis en fait, on va aller les rechercher après. Mais si vous étiez en période d'essai, on vous a viré, et puis on revient vous chercher après, est-ce que vous avez encore confiance en votre patron? La confiance, elle va dans les deux sens. Il y a aussi le fait que, bon, ben, quand vous étiez salarié, en fait, on vous laissait de la marge de manœuvre parce qu'on vous faisait confiance. Et puis, en fait, pendant le confinement, il y en a peut-être 1 sur 10 dans votre boîte qui ont un peu profité du confinement pour rien foutre, quoi. Ou peut-être manger un peu les marges, quoi. Et du coup, en fait, le management ou votre manager ou votre direction n'a plus confiance en cette personne-là et ça a tendance à tâcher sur les autres. C'est-à-dire que, ben, en fait, si dans un groupe de 10, il y en a un qui se comporte mal, ou une qui se comporte mal, on a tendance à perdre la confiance dans tous les autres et à remettre en question cette confiance sur tout le monde. Et en fait, cette confiance dans les deux sens, en fait, c'est un peu le ciment de votre contrat psychologique. Vous avez votre contrat psychologique, vous l'avez changé, et ce contrat psychologique, déjà, l'acquis pour que ce contrat psychologique, vous y croyez, c'est qu'il y a la confiance dans les deux sens. Vous voyez. Et la question que je vous pose maintenant sur ce slido, c'est est-ce que le contrat psychologique avec mon entreprise, il est rompu en sortant de la pandémie? Il y a des gens qui sont en poste aujourd'hui et qui sentent que cette confiance et ce contrat psychologique sont rompus depuis la pandémie et qui restent en poste, en fait. Hein. Euh, c'est une situation assez dure à vivre d'ailleurs. En général, c'est une sensation de malaise. Je ne dis pas que ça finit en burn-out souvent, mais ça peut finir en burn-out souvent. Yes, on a donc un oui pour 4, c'est solide, un pour c'est compliqué. C'est compliqué parce que, alors c'est intéressant, c'est compliqué, ça peut vouloir dire bah, j'ai eu un manager avec qui c'était bien, puis un manager avec qui ça se passe moins bien, une manageuse ou un manager avec qui ça se passe bien, mais je sais pas trop. La confiance, elle est un petit peu, elle a un peu une granularité, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez confiance, vous, dans votre management? Ouais, si vous avez plus confiance dans votre management et dans la direction de votre entreprise, ben, ce contrat psychologique, il est rompu. Si votre entreprise vous fait encore confiance, si vous avez l'impression, par exemple, que votre entreprise, elle vous dit tout le monde doit revenir au bureau, ça c'est la jurisprudence Elon Musk, et que vous avez plus confiance en fait dans le fait que votre entreprise, elle vous donne un acquis, elle vous le reprenne ensuite, ce contrat psychologique, il est rompu. Bon, vous êtes quand même 56%, donc c'est-à-dire la moitié des 9 qui ont voté, probablement du coup 5 sur 9. Euh, voilà, 6 maintenant sur 10, à trouver que votre contrat il est solide. Et c'est normal. Déjà, probablement que si vous allez à cette conférence et que votre boîte elle vous fait confiance, il y a quand même plus de chances que ce contrat il soit bon. Après, en vrai, 3 sur 10 qui ont. Après, l'autre biais, dans le sens, là, c'est que bah, probablement que les gens qui ont vu le titre de ma conférence et qui sont, tiens, je suis un peu tenté, c'est les gens qui votent oui aussi. Voilà, le contrat va dans les deux sens. Ce slido est cool. Bon, bref, du coup, ce qu'on a appris dans la pandémie, enfin dans le Big Quit américain, c'est que non seulement il faut qu'il y ait une aspiration en face, donc l'augmentation des salaires liée à la tension du marché qui était très forte, il faut cette aspiration-là pour que les gens partent, mais il faut aussi qu'ils aient des raisons de partir, donc un mal-être en entreprise, et ce contrat psychologique, cette notion de confiance qui soit rompue. Est-ce que c'est cool? Si vous avez des questions, je les prends au fur et à mesure, pas de souci. Yes, des pouces en l'air, merci. Bon alors en France, à quoi ça ressemble? Ça, c'est le mot-clé job en France qui reprend tous les ans de 20% en janvier, d'accord? Et il a re-explosé. Donc la courbe ici, là, cette bosse-là, c'est le week-end des élections présidentielles. On a les mêmes courbes chez nous.
Sur We Love Devs, on a les mêmes courbes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chiffre d'affaires de We Love Devs, il a fait plus de 35% sur janvier, là, à ce moment-là. Par contre, là, j'ai ma souris, vous l'avez là. Ici, là, 35%, là, on fait plus de 35% de chiffre d'affaires. Par contre, quand ici ça reprend, nous, on a aussi 15% de trafic candidat en plus. C'est-à-dire on a ces 90 000 développeurs qui visitent We Love Devs tous les mois pour chercher des annonces et peut-être 2500 qui créent un compte. Mais les entreprises ne suivent pas. Alors que la PEC nous donne des statistiques un peu plus larges, parce qu'il parle de l'ensemble des cadres. C'est que voilà, la période de confinement 2020, là, ils sont par trimestre. Voilà, la période de confinement, tac, on avait descendu. En fait, on est remonté en trimestre par trimestre, trimestre par trimestre. Et la vague Omicron n'a pas cassé la reprise, quoi. D'accord, la vague Omicron, on a continué à faire plus de 16%. Et ce que l'INSEE attend, en fait, c'est qu'on rattrape la croissance qu'on n'a pas eue sur l'année 2020. On va la rattraper normalement sur 2021-2022. Et là, on avait la bonne courbe, d'accord? Sauf que, il y a la guerre. Et, la guerre, ça fait peur. La guerre, il y a des gros chars dans la boue. Et les gros chars dans la boue, personne n'aime ça. Les chars n'aiment pas la boue. Et concrètement, dans cette étude de la PEC, ce qu'on voit, c'est aussi que dès que la guerre en Ukraine, elle démarre, les intentions de recrutement et les annonces pour les cadres, elles diminuent de 3 points dans l'industrie, mais en général. Il faut rajouter la guerre en Ukraine, un deuxième facteur, bien sûr, c'est la crise, comment ça s'appelle, la crise logistique, la reprise du Covid fort en Chine, avec la politique zéro Covid qui ne marche pas. Et ça fait que vous avez des entreprises, en fait, les clients finaux, donc, si vous travaillez dans une entreprise finale, ben, en fait, cette entreprise-là, elle a son core business qui est en danger sérieusement. Alors qu'elle ne l'avait pas forcément pendant le Covid parce qu'elle était sous perfusion, parce que c'était un on-off, on avait le chômage partiel. Pendant le Covid, l'entreprise finale, elle n'avait pas l'impression que son core business était en danger. Elle avait l'impression que voilà, des conditions exceptionnelles, en fait, si vous voulez. Et c'était un épisode. Il fallait passer au travers, mais c'était un épisode. Et là, le sujet, c'est que les entreprises ont vraiment l'impression que leur core business est en danger. Imaginez que votre entreprise, elle a une grosse part de son chiffre d'affaires en Russie ou en Ukraine. Elle a des vraies raisons de penser qu'il ne faut pas investir dans l'IT et la DSI maintenant. On va couper les budgets dev, on va garder les budgets run, mais on va faire des économies sur l'IT parce qu'il va falloir investir sur le core business. Ça peut être la logistique, ça peut être des choses comme ça. D'accord? Et les cadres, de manière générale, du coup, ont vu ces intentions de poste qui diminuent. Alors que dans le même temps, en fait, si vous voulez, les cadres ont attendu que les élections présidentielles soient passées pour décider de changer de poste. Alors que ce que vous pouvez voir ici, c'est que en fait, en mars, on a la rechute. C'est-à-dire qu'un mois et demi avant la fin des élections, le début de la guerre en Ukraine fait que, et le contexte logistique international fait que les boîtes baissent leurs intentions de poste. Donc imaginez, on a aujourd'hui quasiment au moins 20% par rapport au plus haut de cette année en termes d'annonces sur We Love Devs et sur les job boards cadres, alors qu'on a plus 15% en termes de candidats. Donc la tension de marché, elle n'est plus du tout à l'avantage des candidats, elle n'est plus du tout dans notre avantage à nous. Le salaire, en même temps, il a augmenté en 2022. Là, ici, sur We Love Devs, vous avez un salaire médian pour l'ensemble des développeurs et des informaticiens qui utilisent We Love Devs. Donc, c'est les intentions de salaire des développeurs, ce n'est pas les salaires qui touchent. C'est en gros, quand un candidat s'inscrit sur We Love Devs, combien est-ce qu'il voudrait gagner, tu vois, son salaire idéal. C'est ça qu'on affiche sur le baromètre. Et les intentions de salaire, les prétentions salariales, elles restent, elles, hautes, elles restent élevées. On est passé de 38 à 40 points K entre 2021 et 2022. Même de manière générale, dans l'année 2021, on est passé de 38 à 40 K. Ça reflète les 7% d'augmentation qu'on voit sur d'autres facteurs. Il y a un autre facteur que vous pouvez observer, c'est l'indice Syntec. L'indice Syntec, alors il a été gelé. Ah, les chiffres sont dégueux. Il a été gelé en 2020. D'accord. Donc il a été remis à 275 a priori. D'accord. Donc on ne sait pas comment il a été effrité par le Covid et les chiffres ont été un peu enlevés, mais de manière générale, on reprend à 275. Alors déjà, pourquoi c'est important l'indice Syntec, vous allez me dire. L'indice Syntec, c'est un indice du coût de la masse salariale, du coût du travail et des salariés pour l'ensemble du Syntec et pas que du numérique. Donc, il y a aussi tous les ingénieurs qui travaillent dans le BTP, ainsi que les cabinets de conseil, cabinets de conseil RH, communication, etc. Tout ce qui n'est pas dans la pub. Si c'est de la pub, c'est dans l'autre. Et du coup, en fait, les contrats cadres que votre ESN va avoir avec ses clients vont utiliser l'indice Syntec comme base de revalorisation des TGM pour l'année prochaine.
Donc, les grilles de TGM, elles sont toutes indexées sur le Syntec. Alors, c'est faux, hein, il y a des exceptions, bien sûr, mais la majorité des gens utilisent les contrats cadres proposés par le Syntec. Et donc, c'est un bon indicateur en fait, d'augmentation. Et les ESN en 2021, sur la fin de l'année 2021, du coup, ont revalorisé les TGM en se basant sur cet indice-là et on fait savoir à leurs clients que les salaires ont augmenté, donc les TGM augmentent. Les salaires augmentent depuis la reprise. Il y a un autre sujet, c'est aussi la fin de la VC-money. Quand on tape, d'ailleurs, j'avais tapé quoi dans Google là, pour trouver ça? J'ai tapé Startup et levée de fonds. Ouais, c'est ça, Startup et levée de fonds Europe. Vous voyez, il y a quand même 7 décembre 2021, 121 milliards de dollars devraient être levés sur l'année. Là, ici, 7 décembre 2021, l'Europe de startup brise les records, 100 milliards de levées, machin chouette. Mais au 30 mai 2022, c'est aussi le petit monde des startups qui font des gros licenciements. Donc, on a des Coinbase qui font des licenciements, des Revolut qui font des licenciements. Il y a beaucoup de startups en fait, qui vont faire des licenciements. Alors, c'est intéressant parce que il y a déjà un sujet qui est, c'est que le Nasdaq se casse la gueule. Et si le Nasdaq se casse la gueule, ben, les VC en fait vont pas gagner d'argent en vendant leur boîte sur les marchés publics. On est quand même passé de 16 000 points à 10 000 points. C'est vraiment, si vous aviez 16 000 euros, vous avez plus de 10 000 euros, quoi. Et donc, du coup, toutes les valos des startups sont calées sur le fait que les startups puissent aller sur le marché public à la fin. Mais si les marchés publics baissent à cause de la guerre, à cause de la situation économique, ben, il n'y a pas trop de raisons que les valos, elles augmentent encore. Donc là, les startups se disent, merde, c'est la fin de l'argent gratuit, c'est la fin de la vicimonie. On va être sur une période sèche. Et en plus, il y en a beaucoup qui sont dépendants d'un marché cible. Donc, dans le cas de Revolut et de Coinbase, quoi. Non, c'est pas Coinbase en plus, j'ai un doute. Il y en a des sur les crypto-boîtes, il y en a une ou deux qui se sont dit non, nous, on va essayer de débaucher tous les autres, mais avec des salaires plus bas. De manière générale, voilà, c'est des boîtes en fait qui, si leur marché final il est en train de se casser la figure et les victimes de l'inflation, eh ben, elles licencient aussi parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de VC-money pour relever. Et elles se disent non, là, il faut qu'on devienne un peu efficient en termes de cash burn pour survivre à l'hiver nucléaire, quoi. Est-ce que c'est cool pour vous? Alors, le deuxième sujet, c'est l'inflation qui augmente. Alors, si vous avez une voiture et vous payez l'essence, vous savez de quoi je parle, bien sûr. Moi, j'ai pas de voiture, donc je ne sens pas trop l'inflation qui augmente. Et comme je dépense toujours 100 balles sur mon panier de courses en ligne, eh ben, je ne le vois pas augmenter. Je ne me rends pas compte qu'il y a moins de gnocchi dans mon assiette à la fin. Mais il y a probablement 5% de gnocchi en moins dans mon assiette parce que si je dépense le même prix et que l'inflation augmente de 5%, eh ben, il y a moins de gnocchi. Ça a du sens pour vous ou pas? Budget fixe, 100 euros de gnocchi, 5% d'inflation, 5% de gnocchi en moins. Ok, cool. Bon, l'inflation qui augmente, ça veut dire quand même que pour le même salaire, vous avez moins à manger dans votre assiette aussi, hein. Si vous aviez 70K en 2021, vous avez toujours 70K en 2022, mais vous avez 5% de gnocchi en moins, ça ne fait pas 70 000 euros de gnocchi en 2021, quoi. Est-ce que l'histoire l'image des gnocchis est OK pour vous? Si vous avez des enfants qui mangent des gnocchis? Ok, cool. Bon, bref, 5%, c'est plutôt bien. Aux États-Unis, ils ont passé les 10%, et la moyenne européenne, elle est projetée sur 12%. Donc 5%, en vrai, en France, on résiste bien, mais ça fait que si vous aviez, par exemple, si vous avez raté en fait la vague d'augmentation des salaires, si vous n'avez pas pu profiter des 7% d'augmentation de salaire l'an dernier pour revaloriser votre salaire, là, vous avez plutôt envie de les avoir maintenant, les 7% d'augmentation, parce qu'il y a la vague qui arrive et vous allez avoir moins de gnocchi. Alors que d'habitude, vous aviez plus de gnocchi tous les ans, quoi. Donc ça, c'est un peu chiant. Et ça fait, si vous voulez, ça fait que on a un peu la situation inverse du Big Quit aux États-Unis, c'est que on a un raz-de-marée qui nous arrive sur la tronche avec votre pouvoir d'achat qui va baisser et vous avez envie que là maintenant, vous avez envie de cash out l'augmentation de salaire potentielle, vous auriez un changement de boîte. Et pourtant, les boîtes, elles recrutent moins parce qu'il y a une situation économique un peu pourrie, quoi. Donc, vous êtes beaucoup à vouloir changer de poste. Les boîtes, elles sont moins à vouloir recruter. Et ça va être compliqué d'avoir l'augmentation de salaire que vous auriez pu avoir au mois de janvier, par exemple. Au mois de janvier, si vous aviez changé de poste, vous auriez pu avoir 7% de salaire en plus. Même plus. Hein, c'est-à-dire que si vous étiez bloqué à 44 depuis 3 ans et vous vouliez passer à 50, ça se faisait au mois de janvier. Là, maintenant, ça va être compliqué. Mais en même temps, vous avez envie d'essayer d'avoir un maximum d'augmentation de salaire quand même. Parce que vous voyez, on est un peu sur une espèce de ciseau, quoi. Bon, je vous propose 5 critères pour définir si votre boîte, elle est prête à se taper le raz-de-marée ou pas, ou si, en fait, si vous voulez,
faut se dire que c'est une situation un peu où finalement pour les boîtes, en fait, c'est le meilleur moment pour recruter. Qu'il y a moins d'annonces et plus de candidats, c'est probablement le meilleur moment pour recruter. Mais il faut que votre boîte, elle soit en forme. Alors, je vous propose 5 critères pour savoir si votre boîte, elle est en forme pour recruter en ce moment. Déjà, est-ce que les salaires sont actualisés? Donc, il y a des boîtes dans la tech, dans la startup nation, qui utilisent Figure. Donc, Figure, en gros, c'est branché sur vos systèmes de paie. Ils regardent les salaires de tous les commerciaux et développeurs, etc., dans votre boîte. Ils ressortent, en fait, à l'ensemble des boîtes un indicateur très, très complexe, d'ailleurs, très granuleux, en fait, hein, qui permet, voilà, par exemple, si vous êtes chez Decathlon, vous n'avez pas exactement vous comparer à Mano Mano, des choses comme ça. Et il y a des entreprises qui réévaluent les salaires tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, pour que ça suive le marché et avoir moins de turnover parce que les startups n'aiment pas le turnover de manière générale. On pourrait je pourrais vous faire 1 heure de dissertation sur le turnover. Mais c'est pas le sujet. Bon, le DevOps, c'est le deuxième critère d'après moi. Moi, j'ai été fasciné. Donc, j'ai fait une étude récemment pour un de nos clients sur l'état des DSI, dans les grandes DSI françaises. Et en fait, moi, je fais des applis mobiles. Donc, vous comprenez bien que comment on gère les serveurs dans les grandes entreprises, moi, je ne comprenais pas. Et alors, j'ai redécouvert un mot qui s'appelait le Shadow IT. Alors, quand j'étais étudiant, le Shadow IT, on en parlait, mais je pensais que le Shadow IT était mort avec le cloud. Et je me suis rendu compte aussi que dans les modèles de maturité DevOps, il y avait des boîtes qui sont cloud native et qui se la pètent grave parce qu'ils sont partis chez AWS il y a 5 ans et ils sont meilleurs que les autres. Et pourtant, c'est de la merde de déployer des applications chez eux. Si vous êtes cloud native et qu'il vous faut 3 semaines pour arriver à pousser une application correctement, une nouvelle application en prod, c'est nul en fait, hein. Il fallait mieux rester sur vos propres DC. Je veux dire, 3 semaines pour déployer sur AWS, vous avez le temps de prendre un serveur à la main et de l'amener dans un data center près de chez vous en fait, hein. Vous n'avez pas besoin d'AWS pour être aussi mauvais, quoi. Donc là, le sujet, c'est là, aujourd'hui, si vous travaillez dans une grosse DSI, même en Presta, est-ce que vous pouvez mettre en place, en prod une nouvelle application en 3 jours? Je vous pose la question. Si vous mettez 3 semaines, je vous rassure, c'est pas normal. Si vous avez besoin de demander à 15 ops de vous donner les autorisations pour pouvoir faire ça, ça, ça et ça, et que ça vous prend 3 semaines de formulaire et de test and deploy jusqu'à avoir l'application qui est en prod, c'est pas normal. Si vous arrivez à le faire en 3 jours, c'est bien. Est-ce que c'est cool? Ah, puis deuxième sujet sur le DevOps et sur la culture produit, parce que la culture produit, on a commencé à dire aux boîtes, aux équipes produits qu'elles devaient gérer leur déploiement. D'accord? Donc, admettons, vous avez peut-être dans votre boîte une pipeline de déploiement unifiée. Et vous allez vous dire que c'est un peu de régression parce que dans les boîtes qui sont très matures en termes de DevOps, chaque équipe peut choisir, peut déployer comme elle veut dans le cloud qu'elle veut, quoi. Et en fait, si vous déployez comme vous voulez, et que vous n'êtes pas maître de votre plan de récupération d'activité, ou de votre DRP et de tout ça, c'est-à-dire qu'en gros, si quand ça pète, est-ce que quand il y a Log4j, vous avez pleuré, vous avez attendu que la Sécu elle le corrige, ou est-ce que vous étiez capable de le corriger vous-même dans votre équipe produit? Parce que si vous avez toujours besoin des ops et de la Sécu pour corriger les problèmes ou pour réparer les trucs quand il y a un souci, en fait, c'est pas DevOps, hein. DevOps, c'est pas que déployer l'application. Il faut savoir gérer la maintenance et les problèmes ensuite. Est-ce que avoir des outils automatisés qui vous permettent d'aller plus vite dans le prod, c'est un sujet, mais être vraiment maître de la mise en prod et sa prod quand on est une équipe produit, c'est un autre sujet. Si vous vous mettez en prod et que vous n'êtes pas en maîtrise après, c'est le Far West du cloud. C'est pas DevOps en fait. Donc voilà, ça, c'est tous ces sujets-là que je vous propose d'analyser. Est-ce que votre entreprise, elle est mature en termes de DevOps? Voilà, j'ai repris des slides d'une autre conférence que j'ai appelée Refuser la culture du blame. C'est quoi la culture du blame? Est-ce que vous aimez la culture du blame? Ceci est un exercice, par exemple, là, OVH, comment une malheureuse erreur de copier-coller a fait tomber des milliers de sites. Les perturbations chez OVH seraient dues à un mauvais copier-coller lors d'une maintenance. Quelle a été votre réaction en voyant ces petits articles? Dites-moi dans le chat toutes les vannes qui vous sont passées par l'esprit. Mon café a eu le temps de refroidir depuis le début de cette conférence.
Bon, vous avez les mains prises. Il y a forcément eu de la vanne du stagiaire. Merci Antoine pour la vanne du stagiaire. Merci, la vanne du stagiaire n'était pas acceptée. Les bonnes réponses étaient donc on envoie de la force au NetOps chez OVH parce qu'en vrai personne ne comprend les règles BCG ou BGC, enfin même je ne sais même pas c'est quoi le mot. On propose un coup de main à son sysadmin. Votre sysadmin est probablement en train de pleurer parce que les serveurs ont brûlé et que une machine virtuelle n'est pas censée prendre feu. En fait, on a oublié ça. Et puis en fait, il n'y a probablement rien à faire. Donc ne blâmez pas votre sysadmin et proposez-lui du café et du soutien moral surtout. Voilà, ça c'était les bonnes réponses qui étaient possibles, mais blâmer le stagiaire qui a mis en prod n'était pas acceptable. Puis ouais, faites pas un guide blame non plus. Là, ici, donc, ce tweet a été anonymisé suite aux polémiques récentes, hein, bien sûr. Donc là, quand Elise App met en prod, met en open source tout son code, bon, on trouve du code dégueu, hein, mais bon, il est fait par quelqu'un qui n'est pas dev, hein, donc c'est pas très très grave. Alors là, je lis pour vous un Oh my God, comme quoi tout le monde ne peut pas coder, mais tout le monde n'a pas forcément. Tout le monde peut coder, mais tout le monde n'a pas le cerveau qui est fait pour. J'ai le nombre d'applications qui existent, qui sont faites comme ça, bourrées de failles et de surcroît manipulent vos données personnelles. Bon, c'est un peu violent de dire que son cerveau n'est pas fait pour coder à ce bonhomme-là. Et puis en fait, on s'en fout. L'important, c'est que l'application marche. Et ce qui est sûr, c'est que quand on met du code en open source, si vous insultez le cerveau de la personne qui l'a mis en open source, plus personne ne va mettre du code en open source. Bref, aider les gens à améliorer le code au lieu de le critiquer, on sera bien. Alors, c'est assez intéressant parce que déjà, la culture du blame, vous êtes peut-être très nombreux à avoir oublié ce que c'est parce que dans votre boîte, il n'y en a plus. Moi, je l'ai rencontré la première fois, finalement, en TD d'info, quoi. En TP d'info, où en fait, tu es en train de bugger sur ton erreur de compilation C et le prof te dit non, mais il faut que tu tapes le truc et que tu trouves la solution toi-même, sinon tu ne trouveras pas la solution toi-même. Tu ne retiendras pas la solution. Et du coup, ben, tu as tendance à laisser bien tous les autres du TP dans la merde de les aider, quoi. Et puis en fait, quand tu arrives en entreprise, il y a un peu ce sujet-là de les juniors, ils sont nuls, les stagiaires, hein, et puis les seniors, voilà. Et par réflexe, en fait, tu as envie de passer dans le groupe qui est considéré, donc tu vas devenir un oppresseur, en fait, pour te libérer du truc. Et puis du coup, tu refais les blagues de stagiaire dès que tu as 2 ans d'expérience. Puis finalement, en fait, tu deviens vraiment senior le jour où tu commences à t'en foutre du code des autres et à aider les autres au lieu de les frapper, quoi. J'imagine que c'est le rapport à la culture du blame dans la seniorité des développeurs dans leur parcours de carrière. Je sais pas trop. Enfin, vous décidez de ça. Dans votre entreprise, au-delà de la culture du blame, vous avez envie d'avoir une culture qui est inclusive. Il faut que dans votre entreprise, il y ait des safe space. D'accord. Donc, les safe space, c'est quoi? C'est des endroits où les femmes où elles peuvent se retrouver tout ensemble, par exemple, sans les bonhommes, et parler du fait que bah, Gilles, en fait, il aura tout proposé d'aller manger en tête-à-tête le midi. C'est pas normal que Gilles fasse ça, en fait, hein. Gilles n'est pas censé proposer des déjeuners en dehors du bureau, quoi. D'accord. Il y a la cantine. On peut y aller à plusieurs. Et en fait, le problème, c'est que le comportement de Gilles ne pose pas de problème tant qu'on ne laisse pas la place aux femmes pour en parler entre elles et se rendre compte que c'est pas normal que Gilles il propose des plans, quoi. Et s'il n'y a pas le safe space, en fait, on part du principe que ce qui est normal dans la mixité reste normal. Donc, les espaces de sécurité, ces safe space sont en français. Putain, je suis drôle, je mets le truc en anglais, je le mets en français dans la foulée. Les coupes-circuits, qu'est-ce que c'est les coupes-circuits? Ben, c'est maintenant, une fois qu'on a identifié que Gilles est un peu chelou et se comporte pas correctement, à qui est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que les RH vont couvrir le truc? Est-ce que le directeur de la boîte, il cautionne complètement le comportement de Gilles parce que, bon, ok, Gilles, il est chelou, mais c'est un peu le meilleur de son job, quoi, hein, alors, bon, nous, on recrute les meilleurs, hein, donc c'est bon, il y en a qui, voilà, qui savent pas trop, voilà, qui pensent pas toujours avec leur cerveau, mais bon, c'est les meilleurs quand même quand ils pensent avec leur cerveau, quoi. Bon, bah, si votre patron il fait ça, effectivement, le coupe-circuit ne fonctionne pas. Donc les coupes-circuits, hein, si vous regardez ce qui s'est passé chez Ubisoft Montréal, c'était très intéressant parce que les coupes-circuits, le patron les avait mis lui-même en place. C'est-à-dire qu'il avait permis à la personne toxique d'auto-valider ses dépenses. Il avait complètement émancipé la personne parce que bah, c'est le meilleur de son industrie pour faire des jeux vidéo. Et puis tu as vu, les jeux vidéo Rainbow Six, ils se vendent bien. Et voilà, trop bien. Donc voilà, les coupes-circuits, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? C'est bah, par exemple, pouvoir avertir un ou une administratrice du board qui a un problème pour aller au-delà en fait, de votre directeur qui probablement cautionne le problème. Est-ce qu'il y a des salariés à la gouvernance de votre entreprise, par exemple? Est-ce qu'il y a des syndiqués?
qui peuvent aider au sujet et qui ont une place conseillère dans l'entreprise, ou est-ce qu'on fait juste des vannes sur le fait que les syndiqués, c'est des branleurs, quoi. Bon, bah, tout ça, c'est les coupes-circuits. Euh, Il y a aussi le fait d'avoir un système externe de reporting. Alors, c'est intéressant parce que chez Ubisoft, ils en avaient un qui avait été mis en place pour dénoncer les détournements d'argent. Et il a été utilisé ensuite pour dénoncer les comportements sexistes. Et donc le principe, c'est que le système externe, donc c'est une boîte prestataire qui reçoit un ticket, hein, vraiment comme quand les ops reçoivent un ticket de mise en prod, hein. Bon, bah là, il y a Gilles qui fait un comportement bizarre. Ok, bon, ça ouvre un ticket. Et donc, il y a quelqu'un en externe qui va faire une enquête sur Gilles. Il se rend compte que Gilles a harcelé 75 meufs et que c'est pas gérable, quoi. Désolé pour tous les gens qui s'appellent Gilles. Bref, l'universalité, c'est au final refuser en fait ces trois points-là, hein, ces espaces de conversation mixte, de non mixte, en disant que bah, au final, en fait, on n'a pas besoin d'espace non mixte parce que l'espace mixte, lui, il est safe, donc a priori, tout le monde devrait être bien dedans et on ne devrait pas avoir besoin d'espace non mixte. L'universalité, c'est nul, parce qu'en fait, l'universalité, c'est surtout euh, garantir que les oppresseurs ne seront pas remis en question. Donc refuser l'universalité dans vos entreprises. Moi, je pensais à un Gilles en particulier en plus, hein, en vrai. Donc, vous inquiétez pas, il y a forcément au moins un Gilles qui est vraiment concerné, quoi. Le vôtre est similaire aussi. Putain. Je vais regarder où tu bosses, Didier, après, David, pour savoir si c'est vraiment le même Gilles ou pas. Ce serait drôle. Et après, tu vois, alors ça, c'est intéressant aussi, tu vois, parce que restons là-dessus. Admettons, voilà, il y a vraiment un Gilles dans ta boîte. Et donc, vous êtes dans une boîte où il y a 8 mecs pour 2 nanas. Et il y a un Gilles dans les 8 mecs. Hein. Mais si les 7 autres mecs font des vannes de cul et font des blagues sur des trucs qui ne sont pas adaptés en entreprise, quoi. Mais bon, ça va, ça passe parce que les filles rigolent aussi. Tu vois. Ben, en fait, quand Gilles fait un truc qui va trop loin, les femmes, elles se disent que vous n'allez pas les défendre en cas de pépin. Donc, en fait, déjà, genre, faut se dire que Gilles, il arrive. Ah, ben, si vous voulez, vous pouvez aller voir l'histoire de Léo Grasset, quoi. Léo Grasset, il faisait des vannes de cul tout le temps, quoi, au bureau. Puis un coup, il fait une vanne de cul en plus et il propose à la cadreuse, tu veux pas faire du sexe de l'après-midi? Mais en fait, toutes les vannes de cul qu'il y avait avant, en fait, c'était pour sexualiser l'ambiance et créer le moment. En fait, tu pourras pousser le truc en trop, quoi. Et donc, contribuez pas à cette ambiance sexualisée où il y a quelqu'un qui va pouvoir faire le débordement. Et dites-vous que si sur les 8, bon, ouais, admettons déjà que sur les 8, il n'y en ait que 2 qui fassent des vannes de cul sur les 8 au lieu de 8 sur les 8. Bon, bah déjà, c'est un peu plus safe pour tout le monde. Et puis sur les 8, il suffit qu'il y en ait un qui dise bah non, en fait, le comportement de Gilles ne va pas, en fait. Hein, et là, du coup, ça devient plus une culture qui est oppressive, ça devient un problème. C'est Gilles qui a un problème, et c'est pas la culture de l'entreprise qui a un problème. Donc, pour votre culture d'entreprise, dénoncez Gilles quand il se comporte pas bien. Est-ce que c'est cool? Je me suis un peu embarqué dans un truc très wokiste. Ne vous inquiétez pas, on est gentil. Bon, le remote, c'est le nouvel Eldorado. Alors, pourquoi le remote, c'est un nouvel Eldorado? Euh, Parce que, bon, bah, vous avez vu, bien sûr, notre grand frère à tous qui a touché le gros package de chez Shopify en full remote et qui va donc partir dans l'espace bientôt pour faire du tourisme spatial grâce à son salaire. Mais gardez-vous. Mais gardez à l'esprit qu'en fait, c'est un peu comme quand Doctolib arrive à Nantes et ils disent bon, bah non, on va recruter à 80K. Il y a tout le monde qui fait waouh! Ah non, je les ai. Attends, je suis là, je suis au quatrième, je crois. Hein. Genre, le premier, c'était. Je vais faire la synthèse à la fin, t'inquiète. Ça, c'est le quatrième. Le remote, c'est le nouvel Eldorado, c'est le quatrième. Donc, Doctolib arrive à Nantes et dit oh, nous, on va recruter à 80K. Et puis là, ils font oh, purée, dans mon entreprise, j'ai un salaire qui est de 45-50K. Je vais me faire débaucher toute mon équipe qui va partir chez Doctolib pour gagner 34 plus. Puis en fait, à la fin de la journée, Doctolib, il recrute pas tout le monde en fait. Hein. Il recrute une personne sur 10, voire une personne sur 100 par rapport à ce que recrute le SN qui paye 40K. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des boîtes américaines comme Shopify qui recrutent en France à des salaires de 110, 140K. Ça ne fait pas de concurrence en fait à nos boîtes. Hein. Ça permet juste d'avoir un parcours de carrière qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avant, pour gagner 140K, il fallait se barrer aux États-Unis dès que tu avais 25 ans, ou 23, ou 22. Et en fait, maintenant, tu peux rester en France, faire ton 40, ton 60, ton 70. Peut-être, si tu performes vraiment bien, tu pourras aller taper 110 dans une boîte américaine qui embauche en France. Puis peut-être qu'en fait, tu n'auras pas envie d'aller dans cette boîte-là. Tu voudras rester dans une boîte où tu peux toucher du dur avec des vrais humains ici et te payer à 80, 90, quoi. Mais de manière générale, le remote, c'est un peu le nouvel Eldorado, mais il y a une vraie frontière à passer, quoi. Il y a,
quand tu commences à te bosser en full remote, en fait, le rapport de force, il est complètement inversé. Quand tu es expérimenté et que tu candidates sur un job, et que tu candidates sur un job, sur une annonce, en fait, sur LinkedIn, sur Reloadez, ben, il va y avoir 10 annonces pour un candidat expérimenté, alors que quand tu mets une annonce junior, il y a 50 candidats à 100 candidats dessus. Mais si tu prends cette annonce expérimentée et que tu la passes en ouvert en full remote, alors déjà, bah avant, peut-être qu'il n'y avait que les Parisiens qui pouvaient candidater ou les Nantais. Alors, si c'est les Parisiens, maintenant, il y a 2 fois plus de personnes qui sont concernées par l'annonce si ça concerne tout le territoire national. Si c'est les Nantais, ben, ça fait 10 fois plus de personnes qui sont concernées par l'annonce. Donc, déjà, le ratio, juste géographiquement, le ratio de personnes qui sont concernées par une annonce quand elle passe de scoper sur Nantes à scoper sur l'ensemble de la France. J'aime beaucoup les Nantais, hein, je ne sais pas pourquoi eux en particulier, hein, je pourrais dire Montpellier. Le ratio serait différent en plus à Montpellier. Mais le fait est que déjà géographiquement, il y a plus de gens concernés par l'annonce, donc le ratio s'inverse. Et puis en plus, il y a moins de gens qui sont équipés correctement pour travailler en full remote, ont les bonnes conditions, qui ont envie de bosser en full remote. Du coup, concrètement, vous êtes en général 30 à 50 à candidater sur une annonce en full remote, même avec de l'expérience. Alors d'habitude, vous étiez 1 pour 10. Genre, vous étiez un dixième d'humain à candidater, quoi. Et du coup, vous êtes en compétition. Donc, il y a un vrai sujet à. Ben, le full remote, c'est un nouvel Eldorado, tout le monde en rêve, mais c'est un peu comme, bah voilà, c'est un peu comme quand on cherchait de l'or dans l'Ouest américain. Tout le monde achetait sa concession, elle allait creuser, mais tout le monde ne trouvait pas de l'or dedans. Il y a beaucoup de gens qui, du coup, se retrouvaient avec des cailloux. Ah, elle est pas mal l'image des cailloux, j'aime bien. Le craft, c'est la nouvelle frontière. Dans votre entreprise, est-ce que vous faites du TD? Est-ce que vous faites du craft? Peut-être que vous allez me dire, j'ai pas besoin de tester mon code, parce que au pire, je le corrige en production. Parce que j'ai un DevOps, un milieu DevOps qui est mature et qui me permet de réparer ma prod facilement d'ailleurs. Peut-être que vous allez me dire, moi je teste mon code parce que je ship des galettes et je ne peux pas me permettre de shipper des bugs. Et c'est OK. Donc, vous faites des tests et encore le test vous ne garantit jamais zéro bug. Ce que je sais, c'est ce dont je suis sûr, c'est que les boîtes qui payent le mieux sont des boîtes qui craftent, qui font du code de qualité, qui testent. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes à 40, 45K, peut-être 50 et vous ne testez pas. Mais la boîte où vous voudrez bosser ensuite, celle qui pourra vous payer 70, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'elle soit craft. Il y a un sujet, du coup, sur le fait que vous soyez dans une boîte où on vous forme au craft. Si votre boîte vous dit bah, non, non, les tests, ça sert à rien, apprends pas à tester, euh, déjà, il y a 80% de chances pour que vous ne testiez pas votre code parce que vous n'avez pas la compétence de craft, en fait. Et la solution, du coup, pour améliorer la qualité de code, c'est pas de forcer les gens à faire des tests du jour au lendemain et de leur donner un code coverage à 100% obligatoire d'ici 3 semaines, mais de payer des super formateurs, des super formateurs, des super formatrices qui vont apprendre le craft et vous aider à coder mieux, à faire du code de meilleure qualité, et que tous ensemble, vous montiez d'abord vos compétences et que le gap de passer de votre code base qui n'est pas testé à une code base qui est bien testé et un peu plus que bien testé parce que c'est du code de qualité dont on parle et qui est maintenable, etc. euh, et qui est compréhensible aussi. Bah, pour passer de l'un à l'autre, en fait, il faut que vous ayez les compétences pour le faire parce que sinon, on vous demande en fait de vous jeter de l'autre côté du gouffre, quoi. Et donc, l'enjeu, c'est est-ce que vous êtes dans une boîte en fait où on vous aide sur un côté du gouffre et on fait avancer ce côté du gouffre et vous êtes dessus, ou est-ce qu'on vous demande de passer de l'autre côté du gouffre sans vous donner les moyens? Parce que je vais vous dire, c'est que peut-être que vous n'avez pas envie de faire des tests, mais vous avez envie de bosser dans une boîte qui fait des tests plus tard. Est-ce que c'est cool? Du coup, apprenez à faire des tests. Ça, vous serez retenu, vous passerez les tests techniques. Oh putain, les tests techniques sur les tests dans la boîte après. Je crois que j'ai mis encore un silo après. Alors, les 5 critères étaient donc les salaires. Est-ce qu'ils sont au marché dans votre boîte? Est-ce que votre culture DevOps et produits, elle est stylée? Si vous avez une culture bienveillante, si vous avez peur de faire des erreurs, et ben, c'est nul. Est-ce que votre boîte, elle est remote? OK, c'est grosso modo qu'elle a la capacité à recruter. Vous avez une culture qui est passée en remote et vous avez la capacité à recruter des gens un peu partout en France, quoi. Et est-ce que vous avez un craft en adoption ou adopté? Hein, parce que des fois, vous arrivez dans une boîte où même dans des grandes DSI, en fait, vous allez voir des équipes produits qui sont craft et d'autres non. Et du coup, les gens échangent d'équipe, ils font ah, putain, c'est trop bien, pourquoi vous testez le code là? C'est trop génial tout ça là. Et vous mettez en prod et vous n'avez pas peur, trop bien. Voilà. Là, je vous propose donc de voter maintenant sur cette fin de conférence pour vous exprimer et dire que vous êtes heureux ou non. Et de me dire quel est le score de votre entreprise sur ces 5 critères. Combien de critères cette entreprise a? Et du coup, bon, bah, vous ferez ça au regard de votre premier sondage, hein. Moi, je n'ai pas les données de qui a voté quoi. Mais vous regarderez par rapport au premier sondage, est-ce que le contrat psychologique est rompu?
et vous comparez un site contrat psychologique qui est rompu, que vous êtes remis en question, et que votre boîte en plus elle a 2 points, bah, je pense que vous allez changer de boîte cette année. Si votre boîte elle a 4, et que le contrat psychologique n'est pas rompu, il y a probablement beaucoup de chances que vous soyez heureux dans votre job demain. Si le contrat psychologique est rompu et que votre boîte a moins de 3, il y a des chances pour vous partir en burn-out ou en démission très très vite quand même. Mais les gens de Cloudnurse sont quand même particulièrement heureux et gâtés. Je le vois dans les résultats du sondage quand même, c'est que votre boîte elle est stylée. Et oui, votre boîte est stylée. Est-ce que c'est cool? Vous avez des questions? Je pense que c'est ma dernière slide. Et je pense qu'on est tous attendus plus tard. Ah, il y a un 2 qui pop. Ah ouais, il est 18h57, je suis dans les temps, malgré le retard de démarrage. Ah, puis je peux m'allonger sur ma chaise, de toute façon, vous ne me voyez pas. Je suis très triste pour les 2 personnes qui ont donné moins de 3. J'espère que vous n'êtes pas les mêmes personnes qui ont mis les mêmes 3 personnes qui ont mis le contrat psychologique est rompu. Mais vous voyez, par exemple, le contrat psychologique, vous avez peut-être mis des mots là-dessus grâce aux questions. Le contrat psychologique que j'attends de ma boîte, c'est qu'elle me forme au TDD, quoi, par exemple. Est-ce que le contrat psychologique de votre boîte, c'est qu'elle adopte le DevOps et qu'elle aille plus loin que ça, quoi? Est-ce que le contrat psychologique que vous avez vis-à-vis de votre entreprise, c'est que elle arrête de vous taper dessus? Ça se trouve, le mec a mis un parce qu'il n'y a pas 0. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, toutes les boîtes sont pas parfaites. Je pense que si tu es dans une boîte qui a 3 points sur les 5, mais que le salaire est bon, je sais, je suis désolé, maintenant que vous le dites, il n'y a pas 0, effectivement. Donc, ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment des boîtes qui ont ni les salaires au marché, ni une culture DevOps, ni une culture au produit, ni le remote OK, ni du craft en adoption ou adopté. Ah, ça pique là. Vraiment, la boîte, c'est un centre de service Java, quoi. Ça m'a l'air terrible ce qui se passe là. Voilà. David rigole à ça parce que David aime fermer des tickets. Mais non, 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 mais non, du coup, tu dois pas t'inquiéter parce que finalement, en fait, surtout si tu es senior, en fait, parce que finalement, la culture du blame, quand on fait git blame, on est en train de faire quelque chose de normal, donc tu es normal, en fait, si tu as rigolé à cette blague. Euh, la bonne phrase, d'ailleurs, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Et la bonne réponse, c'est on peut rire de tout, oui, mais ce à quoi vous ne rigolez pas définit qui vous êtes. Et donc, en vrai, c'est pas dramatique si tu as rigolé à cette blague. En vrai, tout le monde a rigolé à cette blague, hein. D'ailleurs, l'auteur de cette blague est toujours populaire, hein, bien sûr. Euh, mais probablement que vous avez envie de changer et de ne plus rire à cette blague en ayant considéré tout ce que ça signifie autour de ça. Parce qu'en fait, si vous voulez rigoler à cette blague, ça veut aussi dire que c'est normal de se moquer de vous quand vous faites une erreur en production. Ça veut dire que c'est normal d'être dans un environnement où on n'est pas à l'aise pour demander de l'aide quand on est bloqué, par exemple. Donc, voilà. Et en même temps, voilà, c'est le monde c'est le monde qui était normal avant et on va vers un autre monde, quoi. Et il y a des gens qui y sont déjà depuis longtemps et d'autres qui sont entre les deux eaux, quoi. Et puis voilà, il faut savoir si vous avez envie de mettre un pied dans l'eau ou pas, quoi. C'est la fin, hein. Et en plus, vous avez tous des meet-up et des apéros après ça. C'est ça. Désolé. Bonsoir tout le monde. Je vais regarder, je vais remettre le programme. Hop, si je mets Cloud Nord, Donc Cloud Ouest. effectivement, il y a les meet-up sur Nantes, Bordeaux et La Rochelle. Waouh, de 19h à 21h. Du coup, vous avez déjà tous pris la voiture pour y aller aux apéros, quoi. Ah, en plus, vous avez des re-intervenants sur les meet-up, hein. Ah, c'est stylé, vous avez du contenu en plus après, quoi. Et je précise que les meet-ups sont diffusés sur la plateforme. Donc, il y a des salles qui ont été récemment créées afin que ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur les différents sites puissent quand même suivre les présentations. Est-ce que très vaguement, le monsieur qui est là, avec une énorme touffe, là, c'est pas le monsieur qui était avant sur la visio avec moi? Tout à fait. Ah là là, on le reconnaît même quand il est flou.
Chouette pour cet ajout, merci. Les organisateurs, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, si vous avez plus On y va. de... Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, m'envoyer des questions, à me connecter sur LinkedIn. On reprendra la discussion plus tard et je vous encourage à apprendre à bien profiter des apéros ou de votre famille et ce que vous ferez d'autre. Est-ce que c'est cool? Ouais, je vous ai entendu applaudir dans la salle. Merci pour les claps. Ouh, Merci. trop bien. Je suis chaud, j'adore quand il y a des claps.